En Algérie, la rue ne démord pas. Elle rejette l'offre de dialogue du président élu Abdelmadjid Tebboune. Les manifestants ont marché par milliers pour exiger un changement profond à la tête de l'État. Le Soudan peine toujours à convaincre les investisseurs. La levée des sanctions économiques par les États-Unis n'a rien changé. Le pays a du mal à réaliser ses grands projets. Et puis, l'Espagne, face à la crise migratoire, au moins 8 personnes ont perdu la vie au large des côtes sud du pays. 47 autres migrants ont été secourus. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. L'élection d'un nouveau président en Algérie n'a pas calmé la colère des manifestants. Étudiants, enseignants, citoyens ont défilé ce mardi par milliers à Alger contre le président Abdelmadjid Tebboune. Il rejette ainsi l'offre de dialogue proposée par le nouvel élu. Voici donc les détails à travers ce reportage. Au cri d'eux, les élections sont truquées, il n'y a pas de légitimité, la marche va se poursuivre. Les manifestants ont défilé sur 2 km sans incident dans les rues du centre de la capitale, au milieu d'un important déploiement de forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. Le président, tout juste élu, a notamment promis d'amender la Constitution et de soumettre le nouveau texte à référendum. Ancien Premier ministre du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril par le mouvement populaire inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis près de 10 mois, Tebboune, 74 ans, a été élu le 12 décembre, dès le premier tour avec 58,13% des suffrages, selon les résultats définitifs proclamés lundi par le Conseil constitutionnel. Le Irak avait catégoriquement rejeté la tenue de cette présidentielle, estimant que le scrutin ne servait qu'à régénérer le régime accusé de fraude massive ces 20 dernières années et dont il exige le démantèlement. Il demande par ailleurs que les réformes soient confiées à des institutions de transition et non au système, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. Moins de 40% des électeurs se sont rendus aux urnes, la participation la plus faible de toutes les élections présidentielles pluralistes en Algérie et le Irak, comme plusieurs analystes, assurent en outre que le chiffre est gonflé. Pour la plupart des contestataires comme cet étudiant, le dialogue doit porter sur une éventuelle transition démocratique et non sur un recyclage de l'ancien régime. La rencontre entre le président turc et puis le dirigeant du gouvernement d'union nationale en Libye entraîne des réactions. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a dénoncé ce mardi toute velléité de contrôler la Libye voisine. C'est une question qui relève de la sécurité nationale de l'Égypte, a-t-il déclaré. Les précisions. C'est quelques jours après l'évocation par Ankara de l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le chef du gouvernement d'union nationale que s'est tenue la rencontre à huis clos à Istanbul entre Recep Tayyip Erdogan et Fayez al-Sarraj. La Libye est en proie à un conflit entre le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies et appuyé par la Turquie et le Qatar, et le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes unis, 2 rivaux régionaux d'Ankara. On en déduit l'intérêt que porte le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la Libye, surtout son intention d'en tenir éloigné ses rivaux. Un accord de délimitation maritime controversé et un accord de coopération sécuritaire autorisant l'envoi d'une éventuelle aide militaire turque ont été conclus entre le gouvernement d'union nationale et la Turquie. Ce dernier texte a été introduit samedi soir au Parlement turc pour être débattu et ratifié. Le 12 décembre, le maréchal Haftar, qui mène depuis avril une offensive, a annoncé le début d'une nouvelle bataille décisive pour s'emparer de Tripoli. Le gouvernement d'union nationale a de son côté assuré que la situation était sous contrôle et qu'il maintenait ses positions au sud de la capitale où se concentrent les combats depuis le début de l'offensive des forces pro-Haftar.
Nouvelle rencontre, nouvel engagement au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont engagés ce mardi à former un gouvernement d'union nationale avant fin février 2020, à l'expiration d'un délai de 100 jours qui leur a été accordé par les dirigeants de la région. Ils ont pris cette résolution alors qu'ils sont confrontés à une pression internationale. Depuis la signature d'un accord de paix en septembre 2018, les combats ont fortement baissé au Soudan du Sud, mais Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar ne parviennent pas à concrétiser certaines dispositions cruciales de l'accord, dont la création d'une armée unifiée, mais aussi le tracé des frontières et le nombre des États régionaux au sein du pays. Dans ce contexte, la formation de gouvernement d'union nationale, initialement prévue en mai, a été reportée une première fois au 12 novembre. Puis un nouveau délai de 100 jours a été accordé aux deux rivaux lors d'une réunion en Ouganda rassemblant les partenaires régionaux, notamment le Kenya, l'Ouganda et le Soudan. À l'issue d'une rencontre à Juba avec Riek Machar, le président Salva Kiir a fait part de leur résolution de former le gouvernement après les 100 jours. La question du nombre d'États régionaux n'a cependant pas encore été résolue. Riek Machar, qui vit en exil à Khartoum, a précisé que les parties aux négociations attendent un rapport du vice-président sud-africain David Mabuza avant d'avancer sur cette question. Les deux hommes, dont la rivalité est au cœur du conflit sud-soudanais, ont toutefois trouvé un accord sur l'intégration des forces des deux camps dans une armée unifiée. Les effets des sanctions économiques sur le Soudan persistent en dépit de la levée de l'embargo économique par les États-Unis en 2017. Le pays peine toujours à convaincre les investisseurs. Voici les précisions à travers ce reportage. Un an après le début d'un mouvement de contestation contre le régime d'Omar el-Béchir qui a conduit à sa chute, le Soudan se cherche un nouveau départ, mais son économie reste asphyxiée. Les transactions financières internationales restent en effet impossibles car le pays figure toujours sur la liste noire américaine des pays États soutenant le terrorisme, ce qui par ailleurs barre la route aux investissements étrangers. Les sanctions concernaient les transactions bancaires internationales, mais aussi les échanges de technologies ou le commerce de pièces détachées. Dans une usine d'huile de Khartoum, des ouvriers s'acharnent au marteau sur une machine défectueuse. Sarah El Fateh, à la tête de cette entreprise familiale, déplore ne pas pouvoir importer de pièces détachées, son pays étant toujours sur la liste noire américaine. Nous ne pouvons pas investir davantage dans les pièces de rechange parce que nous ne pouvons pas ouvrir un compte bancaire sans lettre de crédit à cause des sanctions américaines. Le régime précédent avait tout simplement détruit l'industrie au Soudan. Il n'a pas mis l'accent sur le développement et sans développement, il n'y a pas de production. Il n'y a pas d'investissement dans l'agriculture. Il n'y a pas d'investissement dans l'industrie. L'embargo avait été imposé au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. La grave crise économique dont souffre le Soudan depuis des années est à l'origine de la contestation qui a mené en avril l'armée à destituer Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir. Lui a été condamné samedi à 2 ans de centre correctionnel pour corruption et il est mis en cause dans d'autres affaires. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba doit donc effectuer ce mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale à Libreville. Ce sera lors d'un sommet des chefs d'État d'Afrique centrale qui doit se tenir plus d'1 an après son accident vasculaire cérébral. Un sommet extraordinaire de chefs d'État d'Afrique centrale doit se tenir ce mercredi à Libreville. Annoncé il y a quelques jours par le cabinet du président Ali Bongo, qui en assure la présidence tournante, il sera essentiellement consacré à la réforme institutionnelle de cette communauté qui peine encore à se concrétiser comparé à ses homologues de la CEDEAO et de la SADC. Mais les experts et diplomates y voient davantage une occasion pour le président gabonais de s'afficher à nouveau sur la scène diplomatique après de longs mois d'absence, après un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 qui l'avait considérablement affaibli.
Ce lundi, le ministre gabonais des Affaires étrangères Alain-Claude Billy Binze, dans un entretien en marge de la préparation du sommet, a confirmé qu'il s'agit d'un retour du président Bongo sur la scène diplomatique internationale. Si l'on accepte les rencontres bilatérales, ce sera la première fois qu'il va se retrouver avec des chefs d'État sur un sujet précis, la réforme institutionnelle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Selon la présidence gabonaise, 6 chefs d'État ont confirmé leur présence ce mercredi à Libreville, en plus du président Bongo, sur les 11 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les violences s'accentuent dans un contexte de plus en plus tendu au Liban. Des dizaines de personnes ont été blessées en début de semaine à Beyrouth, la capitale. C'était dans des affrontements entre les forces de sécurité et des partisans de 2 mouvements chiites. Le Liban connaît depuis plusieurs mois un mouvement de contestation inédit contre la classe politique qui se déroule globalement dans le calme. Il a toutefois pris une tournure plus violente ces 2 derniers jours, avec le recensement de plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les policiers. Le coordinateur spécial de l'ONU au Liban a souligné la nécessité d'une identification des instigateurs de la violence. Il estime ainsi nécessaire une enquête sur l'usage excessif de la force par les agents de sécurité. En effet, tirs de gaz lacrymogène et balles en caoutchouc, jets de pierre et accrochages à coups de matraque et de bâton ont émaillé la mobilisation le week-end écoulé près du siège du Parlement à Beyrouth. Avant le coordinateur, l'ONG Amnesty International a dénoncé un usage excessif de la force contre les manifestants. La ministre de l'Intérieur, Raya Al-Hassan, a avoué lundi l'existence d'erreurs, appelant à une enquête sur les incidents et au respect de la liberté d'expression. La Croix-Rouge libanaise a dit avoir soigné sur place 45 personnes, manifestants et policiers, et 28 personnes ont été transportées vers les hôpitaux. Les forces de sécurité intérieure ont de leur côté indiqué que 29 policiers avaient été blessés durant les affrontements. Le coordinateur spécial de l'ONU a par ailleurs commenté le nouveau report des consultations parlementaires pour désigner un Premier ministre prévu lundi, après avoir déjà été repoussé d'1 semaine. Le chef du gouvernement, Saad Hariri, a démissionné le 29 octobre sous la pression de la rue, mais les tractations politiciennes traînent depuis. Les manifestants refusent son éventuelle reconduction et réclament inlassablement un gouvernement de technocrates indépendants des partis au pouvoir. En Espagne, la garde civile a récupéré ce mardi le corps de migrants d'origine subsaharienne. 47 autres migrants ont été secourus au large des côtes du sud du pays. Ce constat porte donc à 8 le nombre de migrants morts dans cette zone en 24 heures. Une embarcation de fortune a été repérée dans la nuit de lundi à mardi en haute mer au large de l'Espagne. Le canot a été secouru avant l'aube et les rescapés, 30 hommes et 17 femmes, tous majeurs, ont été amenés au port de Mortri, d'après un porte-parole de la garde civile à Grenade. Dans la nuit de dimanche à lundi, également dans la mer d'Alborán, qui sépare le Maroc de l'Espagne, le naufrage d'une autre embarcation a fait 7 morts et 70 migrants subsahariens ont été secourus par les gardes-côtes marocains, selon une source militaire. Une ONG espagnole a affirmé que le naufrage avait fait 24 disparus, un nombre non confirmé côté marocain. Il faut dire que l'Espagne est actuellement une des premières portes d'entrée pour les migrants clandestins en Europe. Près de 25 000 personnes sont arrivées en Espagne par la mer depuis début 2019 et plus de 98 000 en Europe, dont 1 246 ont perdu la vie ou sont portés disparus, selon les dernières données publiées par l'Organisation internationale des migrations. Fin de cette édition. Merci de rester fidèle au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.